Comme ces fusées qui illuminent le ciel de Rabat, l'annonce officielle du mariage du roi du Maroc, Mohamed VI, 38 ans, avec Salma Benami, une jeune informaticienne de 24 ans, fait l'effet d'un feu d'artifice dans le cœur des Marocains. Cette union entre leur souverain et une roturière leur apparaît comme une véritable rupture avec le passé et la tradition de discrétion et de réserve, jusqu'ici en vigueur, à propos de la vie privée des souverains marocains. L'annonce publique de ce mariage, la divulgation même de son identité et la diffusion de photos de l'heureux élu que le roi rencontra en 1999, quelques mois avant le décès de son père Hassan II, sont, il est vrai, du jamais vu pour la dynastie alaouite. Une monarchie qui règne sur le Maroc depuis le milieu du XVIIe siècle. Le mariage prévu le 12 avril à Marrakech est reporté pour que les fastes de la cérémonie ne choquent pas le peuple marocain au moment où le Moyen-Orient s'embrase à nouveau. Finalement, la date retenue est le 12 juillet suivant. Le choix du lieu se porte sur Rabat. Rabat, capitale du Maroc, en réalité une petite ville aux allures provinciales, où les cercles islamistes sont peu influents. En préparation de l'événement, les artères de la ville ont droit à un coup de peinture fraîche, les drapeaux fleurissent à tous les carrefours et tous les journaux marocains soulignent le côté révolutionnaire de l'événement. En tout cas, la volonté de Mohamed VI de dépoussiérer fortement l'image du palais et de la cour est bien perçue par toutes les couches de la population marocaine. Oui, c'est un mariage parfait. C'est nouveau pour nous, nous sommes très heureuses. C'est bien. Surfant sur la vague de séduction de ce mariage, l'hebdo La Vie économique a même commandé un sondage sur le rôle de la nouvelle souveraine. En priorité, 30% des sondés comptent sur elle pour appuyer une proposition de loi interdisant les violences sur les femmes et les enfants. Curieusement, seuls 4% sont concernés par l'interdiction de la polygamie. Par contre, plus de 12% espèrent qu'elle soufflera au roi de faire voter une loi pour que la femme ne soit plus à l'avenir obligée de donner son salaire à son mari. En conclusion, 97% des Marocaines pensent que la princesse jouera un vrai rôle public et d'ailleurs souligne malicieusement le journal, preuve de son statut international de femme, elle a déjà rencontré Jacques Chirac. Autre signe de la volonté du palais de faire partager cet événement avec la nation tout entière, 200 couples de jeunes mariés de toutes les provinces du Maroc sont conviés à célébrer l'événement à Rabat en même temps que le couple royal. Venus aux frais du roi des endroits les plus reculés du royaume, tous logés dans des hôtels 5 étoiles, beaucoup d'entre eux, provinciaux d'origine modeste, n'en croient pas leurs yeux. Ils sont associés à Rabat, dans la capitale du pays, au mariage de leur souverain. Promus au rang d'ambassadeurs de leur tribu ou de leur village, tous leurs déplacements se font pour des raisons de sécurité sous escorte policière. Néanmoins, l'ambiance est plutôt bon enfant et dans le bus qui les emmène de l'hôtel au Palais Royal pour la cérémonie des vœux, Rachid, un nouveau marié originaire d'Oujda, près de la frontière algéro-marocaine, commande ce mariage et la place de sa future épouse dans le Maroc de demain. C'est une femme islamique, oui. C'est historique. On ne dit pas que la femme, on fermait les femmes. On ne fermait jamais les femmes. C'est nos femmes, c'est nos mères, c'est nos sœurs. C'est l'islam qui dit ça. C'est l'islam qui dit ça. D'accord. Alors... Mais pourquoi on ne connaissait pas la femme des rois précédents et pourquoi Mohamed VI a choisi de présenter celle-là? Vous pouvez questionner n'importe qui pour vous dire la réponse. Pas moi. Moi, je ne peux pas dire. Je ne sais pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi, mais c'est un bon point pour le Maroc. C'est un bon signe pour le Maroc. C'est bon, c'est bien. C'est bien pour tout le monde, pour la société, pour la femme marocaine? Oui, pour la société, soi-disant pour la société. Pour les femmes, oui. Pour les hommes, un petit peu. Mais vous savez que
Un pays, pour se développer, c'est la femme qui doit se développer. Alors c'est elle qui éduque nos enfants. Voilà, c'est pour cela que la femme doit être présente dans la société. Doit avoir un appui par son mari, par l'homme. C'est pour cela, c'est ce que je crois, tout de même. Dans les rues de Rabat, la ferveur populaire monte d'heure en heure alors qu'on approche de la fin de l'après-midi et du début des cérémonies officielles. Derrière les youyous de joie, on devine l'enthousiasme d'une jeunesse tout entière pour l'une des leurs, une jeune femme marocaine comme toutes les autres, qui dans quelques heures sera sacrée princesse, son Altesse royale Lalla Salma. C'est non seulement formidable pour la femme marocaine, parce que elle représente exactement la beauté marocaine par son intelligence, par son physique. Et bien sûr, c'est la fille du peuple, donc on l'aime encore plus. Voilà. Conformément à la tradition marocaine, les cérémonies du mariage royal sont planifiées par le palais sur 3 jours, les 12, 13 et 14 juillet. Ainsi, le vendredi, le mariage commence par la présentation des vœux et des hidiyas, les offrandes, étape incontournable dans toutes les célébrations de mariage marocain traditionnels. Rendez-vous est pris pour tout le monde à Baba Soufra, la porte des ambassadeurs, au pied de la mosquée Al-Fas sur l'esplanade du Palais Royal, qui est réellement une ville dans la ville à l'intérieur de Rabat. Là, chacun des participants, sans doute pour cacher son émotion d'avoir été choisi parmi des milliers de sa ville ou de sa province, tente de se préparer le mieux qu'il peut. Tous, c'est visible, en répétant leurs pas de danse ou en chauffant leurs tambourins, ont décidé de donner le meilleur de leur talent pour présenter les particularités de leur province d'origine. C'est l'ensemble de ces différences qui fait la richesse du Maroc. Signe qui assure la continuité d'un rituel séculaire, les offrandes sont présentées traditionnellement dans les taille-fours et les midas. Ces récipients dorés, exhibés par les porteurs d'offrandes, contiennent pour les uns du henné, symbole de tendresse, pour les autres de la gomme arabique et du bois de santal, parfum sacré d'Orient. Quant aux derniers, ils sont remplis de dattes et de lait, synonymes d'abondance, de douceur et de fécondité. Levés depuis l'aube, venus de leur campement où ils sont regroupés aux 4 coins de la capitale, tous les porteurs d'offrandes, les femmes des tribus, les musiciens, mettent des heures à former ce cortège de plusieurs kilomètres qui va avoir l'insigne honneur de défiler devant le roi, son frère cadet, le prince Moulay Rachid et les invités personnels de Sa Majesté regroupés dans la tribune d'honneur. Bien que ce mariage soit décrété cérémonie privée, plusieurs invités de marque ont fait le déplacement à Rabat. Le plus prestigieux étant bien entendu l'ex-président des États-Unis Bill Clinton, accompagné de sa fille Chelsea. Pas de chef d'État en exercice, mais les envoyés personnels de plusieurs dirigeants du monde arabe et africain. Des cousins représentant toutes les familles régnantes des royaumes et émirats du Golfe Persique, les fils du colonel Kadhafi et d'Abdoulaye Wade, le président du Sénégal, et le ministre des Affaires étrangères afghan, Abdullah Abdullah, venu négocier une ligne de coopération entre Kaboul et Rabat. Aux salves de 7 coups de canon qui, selon le protocole, sont le signe du début des célébrations officielles d'un mariage royal, la procession peut commencer à défiler devant les 3 tribunes disposées dans l'enceinte du Méchoir, devant les remparts du Palais Royal. Dans la tribune officielle, pas de femmes. Seuls, à moitié cachés des regards par un lourd dais de velours sombre, ont pris place le nouveau roi Mohamed VI
et son frère cadet, le prince Moulay Rachid, encore pour quelques mois numéro 2 dans l'ordre de succession au trône alaouite. En attendant l'héritier mâle que tout le Maroc espère et dont on guette déjà la naissance. La garde royale à cheval, dont l'une des missions principales est de rendre les honneurs au son des trompettes et tambours de la fanfare, ouvre alors somptueusement la marche de la procession du Hidya. Quant à la jeune mariée, que tout le monde ne connaît qu'en portrait, elle est, comme c'est la tradition, encore maintenue cachée aux yeux des étrangers dans une annexe du palais, entourée seulement par les siens et des servantes proches de la famille. Comme sont également absentes les épouses des 200 mariés, tous vêtus de blanc et cantonnés dans une tribune spéciale, faisant face à leur souverain. Juste derrière la fanfare à cheval, le défilé s'ouvre en présence du wali, des gouverneurs et des élus de Rabat, des écoles coraniques, des groupes de jeunes, des membres du Parlement de l'enfant, des jeunes filles portant des pétales de rose, suivis d'une procession de grands cierges de cire typiques de la région de Rabat-Salé. Vient ensuite le long cortège des représentants des 16 régions du Maroc, du sud saharien à la côte nord méditerranéenne. Tous les gouverneurs, nommés par le roi, immensément puissants dans leurs régions respectives, marchent en djellaba blanche, babouches de cérémonie aux pieds et courbent tous la tête en passant devant leur souverain. Reste à réussir cette longue procession du Hidya, qui, sans être fastidieuse, doit être le reflet de l'offrande de toute une nation à ses souverains. Chaque groupe a l'idée de mettre en valeur le meilleur de chaque région, étalant les richesses culturelles et l'identité de chaque province. Place donc à la musique et aux pas de danse aériens et acrobatiques des Aïssois et des Hachmarda, aux danses chaloupées et envoûtantes de la Guédra pour la région saharienne de Goulimine et de Smara. Les Marocains présents à Rabat, mais aussi les téléspectateurs dans le plus petit douar du Maroc, suivront sur leur téléviseur les images de la RTM, la radio-télévision marocaine, qui ne fera pas moins de 6 heures de direct ce jour-là. Tout le monde apprécie les prestations des groupes de danse Guédra des régions Bouche-d'Our et La Gouira. Puis c'est le tour des intrépides Rouyache et Awash et la troupe Awara qui représente la région de Souss-Massa. La Dara Marrakchia, pour la région de Marrakech, cohabite avec un autre groupe berbère, Abidatrma, de la région Chaouaya du Moyen Atlas au nord du Maroc. Tous, bien sûr, veulent participer et être vus dans ce défilé avec le secret espoir de se faire remarquer de leur roi. Pour nous occidentaux, il est sans doute difficile de faire la différence entre ces groupes de chants ou de danseurs. Mais un Marocain averti ne peut se tromper. Un détail dans les vêtements, la façon de sauter, la texture d'une djellaba ou la couleur d'une écharpe, et les tribunes distinguent immédiatement les groupes de chants Djabalia, le passage des groupes de Tanouat, célèbres pour ses chants populaires, ou ceux de l'oriental avec ses rythmes lalaouis. Tous les participants, jongleurs, contorsionnistes ou danseurs, rivalisent de talent pour donner à cette fête apparemment folklorique une dimension malgré tout solennelle, véritablement digne d'un mariage royal. Chaque région du royaume s'est ainsi ingéniée avec beaucoup de sérieux et de longues semaines de préparation à donner à travers ses costumes traditionnels et ses chants la meilleure image d'elle-même. Histoire de marquer de sa particularité cet ensemble étonnant de tribus qui forment contre toute attente la richesse et la diversité du royaume chérifien.